Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Enseigner avec les séries, c'est des émissions spéciales du podcast Histoire en série où des enseignants viennent partager leurs expériences pédagogiques sur les séries avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de spécial d'Histoire en série autour de enseigner la géopolitique avec les séries où je retrouve Fabien Vergès. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas. Alors Fabien, vous êtes IA-IPR, donc inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie dans l'Académie de Toulouse et surtout, vous menez depuis des années un travail de réflexion avec des collègues de l'Académie sur enseigner avec les séries et travail que l'on met en valeur dans ces numéros spéciaux du podcast pour montrer aux collègues de la France entière, on va dire, que l'on peut travailler aussi bien en collège qu'en lycée ou en spécialité avec les séries. Et on a aujourd'hui un membre j'allais dire historique de votre groupe, c'est David Neumann. Bonjour David. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. David, vous êtes professeur agrégé d'histoire, dont géographie, au collège de Bellefontaine à Toulouse, collège RED+, et vous travaillez depuis très longtemps avec les séries. Donc, vous avez participé au groupe de Fabien Vergès et vous proposez régulièrement sur le site actoulouse.fr, dans la rubrique disciplinaire histoire-géographie, des propositions pour les collègues pour enseigner avec les séries. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a une nouvelle venue dans ce groupe et qui participe avec nous depuis l'épisode numéro 2, c'est Annabelle Lavitte. Bonjour Annabelle. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc Annabelle, vous êtes professeure certifiée au lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées et vous aussi, vous travaillez régulièrement avec les séries et vous produisez des ressources disponibles à tous sur le site actoulouse.fr, donc site auquel je renvoie pour avoir véritablement tous ces travaux-là diffusés, publiés, qui permettent aux collègues de pouvoir aller chercher de la matière pour celles et ceux qui hésitent à se lancer avec les séries, d'avoir une base de départ. Et c'est aussi un des buts de ces émissions que l'on fait, c'est de donner envie, parce que des amateurs de séries chez les enseignants d'histoire-géographie, je pense qu'il y en a beaucoup, à voir le succès que rencontre le podcast Histoire en série et tous les commentaires très positifs qu'il y a dessus. Maintenant, le but, c'est d'essayer peut-être de donner envie d'aller enseigner avec ça, parce que ça marche très très bien. Et justement, quelqu'un qui fait que ça marche très bien, c'est Ioannis de Roide. Bonjour Ioannis. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Ioannis, vous êtes enseignant en lycée dans l'Académie de Versailles et puis surtout vous travaillez depuis très longtemps avec les séries, vous faites des formations académiques autour des séries et vous avez publié plusieurs ouvrages sur ces séries-là. Alors, le dernier, je le cite, c'est L'Angleterre en série, paru aux éditions First, où vous présentez 3 grandes séries britanniques, Downton Abbey, Peaky Blinders et donc la dernière que vous présentez aussi qui est hyper importante, c'est The Crown. Vous avez fait une émission dessus dans l'Histoire en série et ça vous sert de base, vous aussi, pour vos enseignements. Vous allez nous présenter une autre série dans ce numéro-là, mais c'est aussi très intéressant de bien comprendre les liens qu'il y a entre l'histoire, la fiction et qu'est-ce qu'on peut montrer à partir de ça aux élèves. Alors justement, aujourd'hui, on va parler peut-être sur une notion qui est plus géographique. On est dans le cadre de la géopolitique. Fabien Vergès, pourriez-vous nous présenter la notion de frontière que l'on va mettre en avant durant tout ce numéro 3 de Enseigner avec les séries, épisode spécial du podcast Histoire en série. Fabien, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Alors, merci Nicolas. Bien sûr, c'est toujours compliqué de donner des définitions d'une notion complexe en quelques minutes, mais je vais essayer de tracer quelques grandes lignes. Pour donner une définition d'abord simple, la frontière, c'est la ligne divisoire première d'un monde structuré en État souverain. Selon Michel Fouché, qui est un des grands auteurs sur ce sujet, la frontière a donc une valeur juridique. C'est vraiment un objet géopolitique par excellence, ce qui nous occupe dans cette émission, car elle définit un espace contrôlé par le politique. Ces frontières sont bien sûr l'objet d'une construction historique, car on est passé progressivement de limites peu marquées à des limites de plus en plus précises et de plus en plus nombreuses. Il est communément admis que ces frontières sont l'héritière d'un système westphalien
et qu'elles ont été affectées par les grands mouvements que sont les conflits mondiaux, la décolonisation, la disparition du bloc soviétique. Ce qui est important, c'est que ces frontières s'inscrivent dans un gradient ouverture-fermeture, ou alors coupure-couture, comme il est joliment dit dans le glossaire de géoconfluence. Elles ont également une épaisseur dans le sens où elles ont un effet d'organisation spatiale des territoires sur une plus ou moins grande distance. Il n'y a pas proprement parlé de frontières naturelles, car ce sont des constructions humaines, mais on dit généralement que la nature offre des supports à ces frontières. Je donne un exemple dans la mesure où, par exemple, 30% des frontières dans le monde ont un support hydrographique. Ces frontières sont aussi bien terrestres que maritimes. La Convention de Montego Bay définit d'ailleurs plusieurs distances et plusieurs gradients pour les frontières maritimes. Et on s'interroge même sur les frontières dans de nouveaux espaces, comme le cyberspace, par exemple. Enfin, elle renvoie également à plusieurs dimensions qui peuvent être des dimensions réelles ou symboliques de construction identitaire et de représentation de l'autre. Et elles sont le moteur de dynamiques qui peuvent engendrer des flux humains, des flux financiers, des dynamiques de conflits. Et elles peuvent être enfin, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, un support de création artistique. On peut parler historiquement des graffitis du mur de Berlin ou ce qu'a fait l'artiste JR à la frontière américano-mexicaine. En ce qui concerne les programmes, cette notion est largement présente dans les programmes du secondaire. Par contre, ce qui est intéressant, je me suis fait la réflexion en préparant la mission. En collège, il est intéressant de voir que cette notion n'est jamais nommément citée. On a seulement en troisième l'étude d'une région transfrontalière, mais le terme frontière n'apparaît pas, j'ai fait une recherche, n'apparaît pas dans les programmes de cycle 3 et cycle 4, alors que bien sûr qu'il est le support de nombreux chapitres. Par contre, en enseignement de spécialité, en première, enseignement, donc histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, on a un thème entier qui est consacré aux frontières, le thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, avec 24 à 25 heures qui sont consacrées à cette étude. Alors, je vais passer assez rapidement, mais on a deux axes. On a tracé des frontières avec une approche géopolitique qui s'intéresse à trois moments, le limes rhénan, la conférence de Berlin et le partage d'Afrique, et la séparation au XXe siècle entre les deux Corées. Et on a également, dans l'axe 2, la frontière en débat et les frontières internes et externes de l'Union européenne. En ce qui concerne le programme de terminale, toujours de l'enseignement de spécialité, l'introduction parle de l'océan et de l'espace comme dernière frontière. C'est assez intéressant, effectivement, de voir qu'on élargit cette notion de frontière. Et en terminale, dans le thème 3, on retrouve terminale donc, sur le tronc commun, l'Union européenne, dans la mondialisation, donc des dynamiques complexes. On a une question spécifique sur la France et les dynamiques différenciées des territoires transfrontaliers. Je voudrais également parler des concours qui, cette année, font une place spéciale sur les frontières, puisque les frontières du monde sont au programme du CAPES externe et de l'agrégation externe de géographie. Aussi, nous espérons donc que les candidats à ces concours trouveront des exemples à citer sur les séries dans leur copie pour apporter un peu d'originalité, mettre leur copie en valeur. Merci Fabien pour cette présentation. Effectivement, de plus en plus, les séries peuvent servir d'exemple, que ce soit peut-être plus facilement en géographie ou en géopolitique, mais pourquoi pas aussi en histoire. C'est un modèle, vous l'avez dit, original, quelque chose à utiliser, je vais dire peut-être pas, pas tout le temps, mais avec parcimonie, mais qui, quand c'est bien trouvé, bien senti, permet de montrer les choses. Et c'est justement ce qu'on essaie de montrer à la fois dans le podcast Histoire en série générale, j'allais dire, et puis dans ces émissions spéciales que l'on fait avec vous, Fabien, et toute l'équipe. Cela permet de montrer aussi aux collègues qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves, comment est-ce qu'on peut aussi les intéresser avec ces supports qu'ils connaissent bien et souvent des séries qu'ils pratiquent, mais qui n'ont peut-être pas toutes les clés pour les décoder. Et justement, c'est le but de ces émissions-là, montrer qu'une fois décodé, on peut enseigner avec. Alors, première série de cette émission spéciale numéro 3 sur les frontières, c'est la série The Bridge. Je vais laisser la parole à Ioannis de Roide qui, lui, va véritablement ici nous montrer que ces séries-là, la notion de frontière, c'est quelque chose qui est central.
Alors, la série que je souhaiterais aborder, moi, concernant le thème sur la frontière, c'est la série The Bridge. Donc, c'est une série policière états-unienne, mais qui en fait est une adaptation d'une série danoise et suédoise qui s'appelle Brown et qu'on traduit aussi par The Bridge, le pont. Alors, la variante américaine, donc qui m'intéresse moi, elle se déroule de part et d'autre de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On est dans la région d'El Paso, côté américain, donc c'est le Texas, et Ciudad Juárez, côté mexicain, c'est l'état de Chihuahua. On a donc, comme toujours dans cette formule-là inspirée de Bridge, on a un duo d'enquêteurs comme héros, une américaine Sonia Cross et un mexicain Marco Ruiz, qui sont confrontés tous les deux donc, à un tueur en série dans la saison 1, c'est celle qui m'a intéressé plus particulièrement. Et on est sur fond de violences meurtrières des deux côtés de la frontière, avec la présence voilà, très maléfique des cartels mexicains, et puis aussi le thème de la corruption qui est bien, qui ressort vraiment tout au long de la série. Alors, sur cette série, moi, je ferais travailler les élèves d'abord au CDI, mais pourquoi pas aussi en salle informatique si on a ça à sa disposition, par un premier travail de recherche. Le but, ce serait justement de montrer que cette formule donc de cette série américaine, en fait, elle a une origine et de multiples variantes. Donc, faire chercher aux élèves des informations leur permettant de présenter une des séries dérivées de l'original danoise et suédoise, puisqu'il y a aussi une variante franco-britannique qui a été produite, c'est Tunnel, et puis une variante allemande et autrichienne qui s'appelle Der Pass, qui se passe dans les montagnes frontalières. On a aussi une variante entre la Russie et l'Estonie, et également entre la Malaisie et Singapour. C'est quand même très varié. Et donc, par groupe, les élèves pourraient, voilà, là, on peut imaginer un tableau, j'en ai moi-même réalisé un qui est disponible en ligne. On pourrait imaginer un tableau où les élèves chercheraient à remplir voilà, leur colonne sur une de ces séries. J'ajoute qu'il y a en plus d'autres projets en préparation. On voit à quel point c'est un concept fécond. Il y a notamment un projet d'une histoire semblable entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Bon. Le but, ce serait d'arriver donc à un document comparatif, donc voilà, sous la forme d'une grille, peut-être après une restitution orale de chaque groupe, pour qu'on souligne bien les points communs, les différences, les nuances, et qu'on voit aussi la chronologie des productions. Donc, constater que c'est bien la série scandinave, qui a été diffusée dans une centaine de pays et qui a été adaptée à plusieurs reprises. Et voir que dans toutes ces versions, il y a un élément commun. On a un cadavre qui a été retrouvé exactement en travers d'une frontière internationale, c'est le point de départ de chaque histoire, et il apparaît que ce cadavre est en fait formé donc du haut d'une personne originaire du premier pays, le torse du cadavre vient d'une personne originaire d'un pays, et le bas, les jambes, sont celles d'une autre personne qui est originaire de l'autre pays, du pays qui est de l'autre côté de la frontière. Et donc, les deux moitiés, en fait, ont été disposées comme ceci par le tueur qui, évidemment, veut par là signifier quelque chose, envoyer un message qu'il va s'agir de comprendre. Et les forces de police, donc, d'où sont issus nos héros, les forces de police des deux pays vont devoir coopérer et mener une enquête transfrontalière. Bon. Une fois ce travail de repérage, de compréhension, on peut introduire, l'enseignant peut introduire la version américano-mexicaine, en relevant qu'elle a été produite par les seuls États-Unis, donc ça a des conséquences sur la vision du Mexique, en soulignant là aussi les similitudes et les spécificités. On peut aussi à ce moment-là localiser donc El Paso et Ciudad Juárez où se déroule notre histoire. Le Rio Grande, bien sûr, puisque c'est la frontière, ce qui matérialise la frontière entre les deux pays, et éventuellement développer un peu la notion de Twin Cities, puisque là on a un exemple typique de ces villes jumelles. On pourra aussi faire chercher aux élèves, pourquoi pas entre deux séances, des actualités reliées à ce nom de Ciudad Juárez que les élèves ne connaissent peut-être pas. Et à partir de là, à partir du site Courrier International, par exemple, on pourra facilement, à partir des titres ou des chapeaux d'articles, sans aller plus loin, en tirer un nuage de mots. Bon, et on verra que c'est le thème de l'insécurité qui revient de manière lancinante à propos de cette ville qui est devenue célèbre à ce sujet, même si aujourd'hui, cette insécurité paraît finalement un peu en recul par rapport à ce qu'elle était au début des années 2010, c'est-à-dire au moment où la série, justement, The Bridge a été produite. Bon. Tout ça, ça forme donc un premier bloc, une première étape. Et puis, il pourrait y en avoir une deuxième, donc en classe, par la suite, en 2 heures environ, où on pourrait cette fois-ci donc vraiment montrer la série, donc se concentrer vraiment sur le tout début
sur le début de l'épisode pilote, le premier épisode de la saison 1, et à partir de là, construire avec les élèves un schéma cartographique, éventuellement en passant par une étape intermédiaire qui pourrait être celle de la carte mentale, c'est-à-dire repérer donc des lieux et des acteurs dans l'épisode, les regrouper avec leurs relations sur la carte mentale et puis figurer un schéma. L'avantage étant que la situation est très binaire, on a cette frontière, on a 2 pays, on a 2 villes, on a des échanges qui sont bien signalés d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, là, on pourrait éventuellement avoir une évaluation formative, enfin, je veux dire, cette carte mentale préparatoire au schéma, elle pourrait être évaluée en cours de route. Ce qui me paraît important de faire ressortir sur le schéma au final, c'est donc la frontière, bien sûr, les pays, les États, puisqu'on a affaire dans les 2 cas à des pays formés de plusieurs États, donc les États au sens de région, et les villes. Le pont des Amériques au centre qui relie les 2 villes, c'est là où est retrouvé le cadavre au tout début de l'épisode, et les flux, bien sûr, États-Unis, Mexique, et en fait surtout Mexique, États-Unis, tels qu'ils sont représentés dans la série. Et puis, on peut relever un certain nombre de caractéristiques de chaque espace. Ça, c'est assez, aisé. Il me semble qu'une toute dernière étape, ça pourrait être un regard critique. Le schéma pourrait faire l'objet d'un regard critique parce que la série n'est pas exempte de stéréotypes donc qui sont véhiculés notamment surtout sur le Mexique et sur les Mexicains. Et donc, on peut bien sûr les repérer, mais on peut ensuite, et ça peut être un peu la dernière étape, on peut les remettre en cause et justement revenir au fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la série a été une production exclusivement états-unienne et clairement le Mexique n'en sort pas à son avantage et on est un peu, c'est vrai, dans les clichés justement sur la violence, sur la corruption endémique et ce serait intéressant quand même de finir par cette nuance et ce recul. Voilà pour ma proposition sur The Bridge. Merci Ioannis pour cette intervention. Alors peut-être Fabien Vergès, qu'est-ce que vous voudriez ajouter, vous, sur The Bridge ? Oui, à la suite de Ioannis, que je remercie. Voilà, effectivement, ce qui est intéressant, je parle en introduction de cette épaisseur de la frontière, et dans la scène, en tout cas, je n'ai pas vu toutes les adaptations, les nombreuses adaptations de cette série, mais on va dire dans la déclinaison américaine, on voit vraiment la matérialisation de cette ligne réduite à sa plus pure expression. Et ça peut être intéressant, je pense, d'utiliser le photogramme avec les élèves pour montrer effectivement comment une frontière finalement se décline sur plusieurs épaisseurs spatiales. Et en parlant justement, Fabien, vous qui êtes géographe de formation d'épaisseur spatiale, vous travaillez aussi sur le site GeoImage qui peut être un bon outil de contextualisation à travers notamment des images satellites que l'on peut trouver, un bon outil de contextualisation des séries. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien ? Oui, effectivement, Nicolas, je vous remercie de le mentionner. Sur le site GeoImage, donc qui sont des images satellites du CNES qui ont un commentaire scientifique fait par des universitaires, des professeurs de classe préparatoire, des enseignants, des inspecteurs. On a ouvert, c'était assez récemment, une entrée importante sur la notion de frontières avec de très nombreux dossiers scientifiques sur ce sujet, des actualités, des propositions pédagogiques. Et je vous renvoie, si vous voulez avoir des précisions pour contextualiser de manière scientifique, effectivement, la notion de frontière avec des images, avec un extrait de série, je vous renvoie à la lettre d'information numéro 3 que vous pouvez trouver sur le site geoimage.cnes.fr qui est consacrée plus spécifiquement à la notion de frontière. Et vous trouverez là de nombreuses pistes de travail avec les images satellites qui effectivement ne sont pas exclusives et peuvent être justement très intéressantes à être combinées avec de la fiction comme les séries. Merci Fabien pour cette ressource, c'est vrai, essentielle et qui donne à voir ces frontières. Alors, on va tout de suite, avec David Neumann, aller vers Israël. Israël qui est au cœur de cette notion de frontière avec, on le suit depuis la création quasiment de l'État en 1947. On a des guerres frontalières avec tous les pays arabes voisins et avec la construction d'un véritable mur de frontières. Alors, plusieurs séries israéliennes montrent cela, mais avant, j'aurais aimé aussi évoquer une autre frontière qui pose problème et qui, paradoxalement, est peu montrée dans les séries, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où il y a ici véritablement des films
qui sont tournées dessus, des séries encore peut-être un peu moins, à moins que je me trompe, mais on n'en voit pas beaucoup. Et peut-être que ça va venir dans les années qui viennent avec la fin du mandat Trump et peut-être une ouverture un peu plus de la parole aux États-Unis sur cette notion-là. Mais je reviens sur Israël, David, et c'est vrai qu'Israël, depuis quelques années, est au cœur de la production sérielle dans le cadre des conflits, on l'avait évoqué dans l'émission numéro 1, mais aussi dans le cadre ici de la notion de frontière. On a plusieurs séries. Alors, vous allez nous parler, David, de quelles séries sur Israël et où est-ce qu'on les retrouve pour parler de cette notion de frontière? Alors, merci Nicolas. Je vais parler de deux séries. Alors, l'une purement israélienne, enfin une coproduction, pardon, américano-israélienne, mais véritablement scénarisée par des Israéliens, qui s'appelle Our Boys, qui a compté une seule saison et qui a été diffusée en 2019 sur HBO et qui est disponible en France sur OCS. Et l'autre série qui est une production franco-israélienne qui a été diffusée sur Canal+ cette année, enfin cette année, l'année dernière en 2020, à la fin de 2020, et qui s'appelle Possession. Alors, tout d'abord, Our Boys, parce que c'est une série qui a défrayé la chronique. Alors, je vais résumer un peu l'argument de la série. Cette série revient donc sur un événement. Le 30 juin 2014, les corps de 3 adolescents juifs, Eyal Yifra, Gilad Shar et Naftali Frenkel, disparus depuis le 12 juin, sont retrouvés près de Hébron. Les liens de l'assassin avec le Hamas ouvrent une violente séquence politique qui transforme rapidement les victimes en martyrs et entraîne des manifestations hostiles aux Palestiniens. Quelques jours plus tard, dans cette ambiance de tension extrême, un jeune arabe israélien de Jérusalem-Est, Mohamed Abourdeir, est assassiné par 3 jeunes juifs issus de la communauté orthodoxe. Et donc c'est sur ces événements que revient la série Our Boys. Alors qu'une fiction s'intéresse à des faits réels n'est pas en soi très surprenant, hein, mais toute l'originalité réside ici dans le traitement de cette histoire et sa narration sans complaisance, très loin du récit national. La diffusion des premiers épisodes a d'ailleurs entraîné l'ire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a tenté de la faire interdire avant de la taxer d'antisémitisme. Le débat a été particulièrement violent et illustre les tensions dans la société israélienne. Et c'est là, à mon avis, quelque chose de très important, puisque au sein de l'État israélien, qui est véritablement ce qu'on pourrait qualifier de pays frontière, hein, puisqu'il se définit lui-même par une réflexion permanente, même la polarisation politique est en lien avec la définition qu'entretient chacun de la notion de frontière. Donc, il est très intéressant de voir à quel point cette série met aussi en scène les frontières internes à la société israélienne. Et alors, je reviens sur la définition justement que donnait Fabien Vergès de la frontière comme un espace contrôlé par le politique. Eh bien, cette série, Our Boys, met justement en scène à quel point la frontière est une notion politique. Et aussi, donc, une notion culturelle, puisque cette frontière tient dans la représentation que chacun a de l'autre, hein, et de l'altérité. Et donc là, on est au cœur de la dualité de la société israélienne entre population juive et population arabe. Quand une grande partie de la série est tournée à Jérusalem. Et donc on voit les deux communautés qui constituent la population de Jérusalem se regarder et essayer chacune de passer la frontière qui les sépare, aussi bien sur le plan politique que sur le plan culturel. Et alors, ce qui a fait largement débat en Israël, c'est le choix de centrer la mise en scène sur les meurtriers du jeune Mohamed Abourdeir. Donc, c'est un choix du réalisateur Haggai Levi. Alors, Haggai Levi, juste un mot peut-être à son sujet, il est connu notamment pour être l'auteur de In Treatment. Hein, alors ça, c'est la traduction, c'est Bitipoul en hébreu, qui est, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la série la plus adaptée au monde. Et donc, Haggai Levi, qui est un showrunner qui a une carrière internationale,
et qui a organisé ici donc une plongée dans la société israélienne et qui donne à voir justement toutes ces fractures et ces contradictions comme des frontières internes. Donc ça se traduit par des fragmentations communautaires traitées comme des séparations à l'intérieur du pays. Les meurtriers, issus de la communauté ultra-orthodoxe séfarade, et c'est important, parce que là aussi on voit que dans la communauté ultra-orthodoxe, il y a une réelle frontière entre Ashkénaze et séfarade, mais aussi les enquêteurs du Shabak, qui est le service de sécurité intérieure. Et donc là aussi, Simon, qui est le personnage principal, est lui-même borduré dans son propre territoire. Enfin, les Arabes israéliens, les Arabes et les Palestiniens, qui figurent tous une partie d'un tout qui semble par moments irréconciliable. Alors, juste pour évoquer précisément la question de la frontière, il y a dans l'épisode 4 la question de l'enterrement du martyr et que les Palestiniens, les Palestiniens veulent voir enterré sur le Dôme du Rocher, donc à la mosquée Al-Aqsa, en territoire du coup occupé par Israël. Et donc là, c'est tout un débat sur la capacité de l'État israélien d'accepter cet enterrement, de franchir donc la frontière. Et le débat va même jusqu'à la proposition par l'État israélien d'enterrer le jeune palestinien, le jeune arabe israélien, pardon, sur le mont Herzl. Et là, donc, tout le débat, en fait, tient à la fragmentation du territoire et à ce que chacun considère comme des frontières au sein du pays et qui font qu'à la fin, on peut quasiment envisager Israël et Jérusalem comme une sorte d'hyperlieu frontalier dans lequel toute la dimension des frontières trouve une illustration. Alors, l'autre série dont je voulais parler, c'est Possession, donc une série franco-israélienne diffusée sur Canal+, qui comporte une saison, avec donc des acteurs pour partie français et pour partie israélien. Alors du côté français, on retrouve Reda Kateb, qui incarne donc un diplomate français en poste à Jérusalem et chargé de l'accompagnement d'une famille française en proie à des difficultés suite à un meurtre qui se produit pendant le mariage de leur fille. Bon, alors ça, c'est l'argument de la série. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus pour pas être redondant avec la précédente série, mais ce dont je voulais parler, c'est d'un épisode particulièrement qui se déroule à Ramallah et donc qui propose des images de la frontière qui sont un peu discordantes avec celles qu'on projette sur les frontières entre Israël et ses pays voisins aujourd'hui. C'est-à-dire que Ramallah n'est pas forcément traité comme un territoire relégué, mais on filme la frontière depuis Ramallah, et donc Ramallah est traité comme une altérité du territoire israélien. Et les deux personnages qui se rendent donc à Ramallah sont filmés donc dans une ville finalement assez lumineuse et avec une vie très intense, et dans laquelle s'expriment des rapports frontaliers largement différents de ceux qui s'expriment avec la bande de Gaza. Et donc, ce qui est particulièrement efficace dans ces scènes et intéressant pour nous sur le plan pédagogique, c'est de déconstruire ces images, justement. Et donc, on peut travailler d'un côté sur le mur de séparation et toutes ces images très fortes que l'on a des tensions transfrontalières. Et ce passage à Ramallah, où finalement, donc les deux personnages qui sont de nationalité française expriment des mouvements transfrontaliers qui sont un peu à l'encontre des idées que l'on fonde sur ce territoire et qui montrent la pluralité surtout de la question des territoires au Proche-Orient. Voilà, donc deux séries très intéressantes qui montrent à la fois la vivacité de la production, la grande maîtrise formelle, hein, puisqu'il faut le rappeler, on a des
que ce soit dans Our Boys, je pense à des trajets dans Jérusalem dans le tramway, hein, puisque le tramway marque une vraie frontière, hein, mais aussi des images filmées dans Possession, dans le Negev, qui donnent à voir véritablement la grande maîtrise formelle atteinte aujourd'hui par la production israélienne et son influence dans le monde. Là aussi, comme dans l'émission précédente, on peut évoquer la, le soft power israélien, mais aussi la capacité des productions à critiquer le pouvoir en place. Alors justement, hein, j'ai évoqué en présentant rapidement tout à l'heure votre série, David, il y a beaucoup de séries israéliennes présentes à l'heure actuelle et justement, Fabien Vergès va nous dire que un documentaire à voir pour les auditeurs permettra de mieux comprendre cette production sérielle. Qu'est-ce qu'il y en est, Fabien? En effet, si vous voulez tout savoir sur les séries israéliennes, vous avez un très bon documentaire d'Olivier Joyard sur la plateforme Canal+ Série qui s'appelle Israël, terre de série. Donc un peu plus d'une heure, elle revient à la fois sur les réalisateurs, les producteurs, pour contextualiser toute cette production sérielle israélienne. Et puis, comme je l'ai dit, hein, beaucoup de plateformes aujourd'hui proposent d'excellentes séries israéliennes qui nous permettent de nous interroger sur la place de ce pays dans la géopolitique mondiale, mais aussi dans la géopolitique, j'allais dire, actuelle. Je pense notamment à Fauda, que Rina Cohen viendra présenter bientôt dans Histoire en série, cette série qui montre des agents secrets israéliens qui s'infiltrent régulièrement en territoire palestinien pour accomplir des missions. Et on voit bien là la porosité de la frontière, hein, puisqu'ils passent d'un monde à l'autre sans aucun problème, puisqu'ils sont en plus bilingues et physiquement, on ne voit pas de différence entre eux, entre les Juifs et les Palestiniens. Donc il y a cette idée-là ici très présente et on voit bien que la frontière peut être passée clandestinement dans les deux sens. Donc cette porosité est très visible. Et puis d'autres séries israéliennes présentes notamment sur Netflix, donc c'est comme Fauda. Vous pouvez retrouver aussi When Heroes Fly, qui est une transposition d'une aventure d'Israéliens en Colombie. Et on en avait évoqué dans l'émission numéro 1 sur les conflits, parce que là, on voit les conflits de la drogue notamment, mais on voit aussi cette idée qu'en Israël, le pays est une notion centrale. Et puis, sur Arte TV, deux séries très très bien. On va y revenir après, parce qu'il y a un rôle d'Israël quand même en sous-main, c'est No Man's Land. Et je pensais aussi à Hatufim, que l'on retrouve sur Amazon Prime notamment aussi, et Arte TV, où dans Hatufim, on a une histoire qui est proche de ce que vous avez évoqué, David, avec ces idées de soldats israéliens prisonniers au Liban et qui reviennent en Israël, et on voit bien ensuite toute la construction autour de l'identité de la nation sur 2 saisons. C'est très bien fait, et sachant aussi, pour ceux qui aiment les séries à suspense et d'espionnage, c'est cette série Hatufim qui a inspiré l'un des très grands succès qu'on avait évoqué dans l'émission numéro 1 aux États-Unis, c'est la série Homeland. Donc là, on est sur véritablement une pratique sérielle, vous l'avez dit David et Fabien, qui est connue et reconnue. Alors j'avais une question pour Annabelle. Il y a une mini-série disponible sur Netflix qui est sortie il y a quelques mois, en 2020. C'est la série The Spy. Qu'est-ce qu'on peut en dire dessus, Annabelle, et comment peut-être on pourrait présenter cette série aux élèves? Oui, pour rebondir en effet sur les présentations des séries israéliennes, il est intéressant en effet de rebondir sur la série The Spy, qui est une mini-série actuellement visible sur Netflix. Alors c'est intéressant parce que c'est une mini-série française, mais écrite, réalisée en langue anglaise et réalisée par un Israélien. Donc en effet, on revient en effet sur la thématique d'Israël dans les années 60. Cette série aborde le parcours d'un célèbre espion, Eli Cohen, infiltré en Syrie. Et on voit en effet à travers cette série que Israël est sous pression face à des attaques à la frontière avec le puissant syrien. Et donc, on aborde en effet ici la question de la frontière, mais aussi des questions de géopolitique dans un contexte extrêmement tendu entre Israël et ses voisins concernant justement les guerres, hein, puisqu'on est dans un contexte en effet de guerre et de tensions militaires.
Et donc, c'est vrai qu'il serait intéressant d'aborder avec les élèves cette dimension géopolitique sur Israël durant les années 60, d'aborder aussi la question des frontières avec les différents conflits entre Israël et ses États voisins. Et bien sûr, il y a aussi cette dimension liée à l'espionnage. On a parlé d'autres séries dans les podcasts précédents, mais c'est vrai qu'on peut faire référence à la série The Americans, justement sur ce rôle de l'espion à travers justement cette série. D'ailleurs, c'est une série qui a été réalisée suite à un ouvrage, L'espion qui venait d'Israël, par Ouridan et Ben Porat, pardon. Et en effet, c'est le fait que ce soit une série qui reprend le réel parcours d'un espion donne en effet aussi une portée à cette mini-série, très courte, mais tout aussi efficace, qu'on peut aborder vraiment par des extraits très précis. Voilà ce qu'on peut en dire. Merci Annabelle pour cette intervention sur The Spy, effectivement, qui montre un autre aspect de ces conflits israélo-arabes et qui est très intéressant parce que en quelques épisodes, on peut rentrer au cœur de cette problématique israélienne et de cette notion de frontière. Alors, la frontière, c'est quand même un enjeu majeur au Moyen-Orient, depuis d'ailleurs les accords Sykes-Picot de 1916. Ces frontières sont contestées et ont été contestées, par exemple, par l'État islamique il y a quelques années. Et justement, dans ces zones de frontières, il y a de nombreux conflits, comme on l'avait évoqué dans l'épisode numéro 1 sur la thématique des conflits. Alors, on va revenir avec vous, Fabien Vergès, sur une série qui est au cœur de tout cela, disponible sur arte.tv, c'est No Man's Land. En effet, Nicolas, on reste quelque part en Israël, puisque No Man's Land, qui est sorti en 2020, est une coproduction donc française, belge et israélienne. Car le projet et le scénario de travail sont le fruit d'Amit Cohen et Ron Lechem, ces deux scénaristes israéliens qui ont proposé leur synopsis à une société de production française, Houet-Court, à qui l'on doit notamment l'excellente série Les Revenants, lors d'une rencontre au festival Sérimanie en 2017. Ces deux auteurs qui ont précédemment écrit la série d'espionnage False Flag, que je n'ai pas vu personnellement, déclarent avoir été des officiers de renseignement du Mossad avant de devenir des journalistes, puis des scénaristes, et ils se sont inspirés de leur expérience militaire pour écrire leurs œuvres. Il est intéressant de voir donc cette coproduction. On a une société de production française, des auteurs-réalisateurs israéliens, une chaîne publique européenne, Arte, et une plateforme anglo-saxonne qui est Hulu. Alors, de quoi parle No Man's Land ? On l'avait déjà présenté, je vais le rappeler rapidement pour les auditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes à Paris en 2014. Antoine Habert, c'est un jeune ingénieur qui a perdu sa sœur 2 ans plus tôt, qui a trouvé la mort dans un attentat terroriste au Caire. Et un jour, totalement par hasard, dans un reportage, il croit reconnaître sa sœur dans un reportage sur les combattantes kurdes en Syrie. Et il décide, sans dévoiler, c'est le tout début du premier épisode, il décide de se rendre à sa recherche et il s'envole pour la Turquie. Alors, Pierre Denmat avait évoqué la scène qui est dans le premier épisode où, près de la ville frontière turque de Reyhanli, Antoine rencontre un passeur chargé de le faire rentrer en Syrie, qui est situé à seulement 1 heure de voiture. Et dans une scène vraiment très intéressante qu'on peut exploiter avec les élèves, il passe une frontière qui est non matérialisée, mais qui est bien soulignée dans la série, au milieu d'un camp de réfugiés syriens. Il est très important, je pense, de contextualiser cette scène, et notamment la période à laquelle se passe la série, en 2014, au plus fort du conflit syrien. Car l'année d'après, si on reste sur effectivement cette thématique de frontière, la Turquie a construit un mur de béton de 7 km de long sur 3 mètres de haut à proximité de cette ville de Reyhanli. Et par ailleurs, on a près de 360 km de tranchées, de la terre amoncelée sur 70 km pour freiner l'avance des djihadistes. Ils ont également totalement renouvelé près de 150 km de barbelés. Si on regarde des cartes, on voit qu'à proximité de cette ville de Reyhanli, il y a le poste frontière de Bab al-Awa en Syrie qui était un enjeu stratégique pour tous les acteurs de ce conflit, car Alep est à seulement 40 km de là. Et c'était notamment un point à la fois pour l'entrée d'armes et de combattants
qui allaient combattre en Syrie, mais également c'est par ce point que sont passés des djihadistes français. Et près de ce camp, on trouve notamment des camps de réfugiés. Car cette frontière, si elle est fermée, maintenant, elle est quand même un peu ouverte aux marchandises, aux blessés graves qui ne peuvent être soignés en Syrie. Je voudrais parler, ce qui est intéressant, je voudrais parler des lieux de tournage. On avait une discussion avec Ioannis il n'y a pas très longtemps, et c'est très intéressant de voir que cette mini-série tournée en Belgique et à Paris pour quelques scènes d'intérieur et d'extérieur, mais pour toutes les scènes qui sont censées se passer dans cette zone frontalière entre la Turquie et la Syrie, on est en réalité dans le Haut Atlas au Maroc, pour toutes les scènes qui se passent en Turquie, Syrie, Égypte, Iran. Et en post-production, d'après un entretien avec le réalisateur, il a fallu notamment rendre les montagnes plus plates, éviter de filmer les mosquées qui étaient carrées alors qu'au Moyen-Orient elles sont rondes, et surtout étalonner la couleur rouge qui était très présente au Maroc par rapport au paysage du Proche-Orient. Donc on voit qu'il y a quelque part c'est intéressant à dire, je le pense aux élèves, une manipulation de l'image pour contextualiser et ancrer des lieux dans un contexte régional. Merci Fabien pour la présentation de No Man's Land. Alors je vais donner la parole maintenant à David Neumann qui justement la semaine dernière, donc la première semaine de janvier, a organisé dans l'Académie de Toulouse en distanciel, signe des temps et de la pandémie, une formation suivie par une cinquantaine de stagiaires, preuve là aussi donc d'enseignants, de la demande chez les enseignants de travailler avec ces séries. Qu'est-ce qu'on peut dire sur à la fois la série, David, mais surtout sur la formation, c'est-à-dire comment vous êtes appuyé sur cette série pour montrer aux collègues qu'on peut utiliser les séries en classe? Alors oui, effectivement, les formations dans l'Académie de Toulouse du mois de janvier sont restées en distanciel. Donc, nous, notre formation sur les séries télé se déroule en 2 moments. Un premier jour en janvier, un deuxième en avril, et avec 2 groupes. Donc, je crois qu'il y a eu 250 demandes et 50 collègues ont été retenus. Donc, 25 sur chaque jour pour cette première journée de formation. Alors, No Man's Land nous a permis d'organiser la journée, en ce sens que toute la matinée, donc après une introduction de Fabien Vergès, j'avais animé un atelier donc à la fois de présentation de ce qu'on peut faire avec des séries sur le plan épistémologique, donc une réflexion sur la géographie, l'histoire et les séries télé, et la présentation des séquences pédagogiques qu'on a mises au point ces dernières années. Mais on ne peut pas passer la journée, on ne peut pas rester connecté pendant 8 heures. Humainement, c'est pas possible. Donc, nous nous sommes appuyés sur No Man's Land, c'est-à-dire que l'après-midi était consacré alors à la fois à l'écoute du podcast Histoire en série dans lequel Pierre Delmat évoquait la question de No Man's Land et au visionnage de 1 ou 2 épisodes en fonction du temps que consacraient les collègues de No Man's Land qui est disponible donc sur Arte TV gratuitement jusqu'à la fin du mois de mai. Donc ainsi, on a pu séquencer notre journée. Chacun a regardé de son côté l'épisode et ensuite, à 15 heures, nous nous sommes retrouvés et nous avons commencé à poser les jalons d'une utilisation de cette série. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que nous étions des enseignants de collège et de lycée. Et donc, la discussion a été très, très vive. Beaucoup étaient très heureux de découvrir cette série et d'avoir pu la regarder. Et nous nous sommes donné rendez-vous donc au mois d'avril, en présentiel, j'espère, où là, chacun aura regardé toute la série et nous construirons ensemble une séquence qui sera l'émanation de ce travail de groupe mené donc par 50 enseignants. Donc on est vraiment au cœur là de quelque chose qui a été rendu possible par la série télé, c'est-à-dire que cette formation a été en fait a bénéficié de ce support dans le sens où sans ça le travail en distanciel aurait été, à mon avis, moins efficace et moins dynamique. Voilà, donc ça nous a permis d'avoir des journées de formation dont nous sommes sortis particulièrement contents et satisfaits, alors que le dispositif est lui-même assez difficile.
Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience, David. Et c'est vrai, comme vous le dites, hein, dans l'Académie de Reims, c'est la même chose. On a mis en place l'an dernier une formation avec mon collègue Yuan Chanoir sur les séries. On s'est retrouvé avec une centaine de collègues qui étaient là. Donc, sur une petite académie, c'est très bien. Et une grosse académie comme Toulouse, 250 candidatures, 5 fois plus que ce que peut accueillir le stage. On voit bien qu'il y a une demande et on va essayer aussi à travers Histoire en série et les émissions spéciales d'Histoire en série de proposer aux collègues des ressources et des idées surtout. Alors justement, comme idée, je voulais maintenant voir avec vous peut-être qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre série, à part The Bridge que Ioannis a évoqué tout à l'heure, à part No Man's Land ou les séries israéliennes comme Our Boys ou Possession. Qu'est-ce que vous auriez, vous, peut-être comme idée d'autres séries en histoire ou en géographie sur l'enseignement de la notion de frontière. Peut-être, Annabelle, commencer par une série historique? Oui, en effet, pour élargir le riche panel de séries présentées aujourd'hui, j'aimerais bien présenter en effet la série 1864 qui est disponible en VOD sur Arte actuellement. Alors, c'est une série danoise qui date de 2014. Le réalisateur, alors je ne vais pas écorcher trop son nom, Ole Bornedal, pardon. Le réalisateur présente en effet à travers cette série en 8 épisodes le contexte de la guerre des duchés entre le Danemark, la Prusse et l'Autriche. Alors c'est une série en effet qui permet de comprendre la construction de nouvelles frontières au sein de la Confédération d'Allemagne et du Deuxième Reich, qu'on peut exploiter en effet sur le niveau première lors justement de l'unification de l'Allemagne. On peut en effet aborder la question en quoi l'année 1864 est-elle une étape et non la dernière de l'unification allemande. Cette série permet en effet de mettre en lumière cette frontière qui s'affirme dans le camp allemand, mais aussi plus largement les fondements du Danemark actuel, puisqu'en guise de prolongement, cette série se veut aussi un travail de mémoire pour une guerre, je cite la voix off, une guerre méconnue aux lourdes conséquences. Le réalisateur évoquait d'ailleurs en effet que cette tragédie pour l'histoire danoise avait provoqué un véritable tournant pour le pays avec l'émergence de ce qu'on qualifie aujourd'hui de modèle danois. Et en effet, c'est une piste qu'on peut aborder en classe sur la thématique en histoire niveau première sur justement l'unification allemande, puis aussi une thématique qu'on peut appréhender concernant les frontières et enfin une thématique visant à exploiter plus précisément le travail de mémoire pour un pays tel que le Danemark. Autre série, autre idée, David Neumann, la série Patria qui vient tout juste de passer sur Canal+. Oui, exactement, qui est en cours de diffusion sur Canal+, donc qui est une coproduction HBO Europe et Canal+, et qui se déroule donc au Pays Basque. Alors là, la notion de frontière est assez intéressante puisqu'on voit un espace transfrontalier dont la cohésion se développe justement en marge des séquençages territoriaux traditionnels. Donc cette série raconte dans un petit village du Pays Basque espagnol comment un des habitants du village subit une pression de plus en plus forte de la part d'ETA pour des raisons qu'on apprend peu à peu, mais qui sont d'ordre surtout économique ou de participation à la solidarité basque. Et petit à petit, c'est toute la communauté villageoise qui se déchire et le personnage se retrouve isolé. Et donc, on revient sur le parcours de ce personnage et l'organisation de l'ETA dans ce village et le poids social que représente l'indépendantisme. Alors, ce qui est particulièrement bien mis en valeur, c'est le fait que l'ETA, dans l'Espagne post-franquiste, conserve une partie de son terreau traditionnel, qui était quand même la lutte contre le franquisme et
une dimension socialiste à l'heure où le mouvement devient de plus en plus un mouvement terroriste transfrontalier. Alors, encore une fois, il faut saluer la production, c'est-à-dire que la reconstitution historique est particulièrement intéressante. On voit vraiment en plus le côté transfrontalier, c'est-à-dire qu'il y a des espaces français et des espaces espagnols qui sont filmés, mis en scène de façon à faire apparaître aussi les discontinuités. Voilà, on trouve l'idée de cette frontière naturelle, puisque les personnages franchissent les Pyrénées à pied par la montagne et la forêt. Et encore une fois, comme ce que nous disions de Netflix en Turquie, qui produit donc des shows turcs, et bien là, c'est HBO avec sa division Europe qui installe donc à l'international des problématiques qui sont des problématiques européennes et des problématiques tout à fait locales. Et on revient vraiment, on a l'impression, justement, on pourrait faire un diatope à la Yves Lacoste quasiment en partant de ce petit village pour aller jusqu'à l'international et la considération de la question frontalière dans sa dimension mondialisée. Voilà, puisque on est venu travailler ce petit point frontalier à l'échelle internationale, vraiment, parce que bon, la frontière basque n'est pas non plus le point chaud le plus connu du globe, mais cette production lui donne une visibilité tout à fait nouvelle, à l'heure où on reparle aujourd'hui beaucoup du sort des prisonniers de l'ETA en France et en Espagne. Merci David pour cette proposition. Alors je voudrais, avec Fabien Vergès, pour terminer, évoquer une série que l'on a traitée dans l'émission numéro 2, dans le cadre de la notion de puissance. C'est la série Barbaren, disponible sur Netflix. Fabien, est-ce que c'est pas aussi le moment, peut-être, avec Barbaren, d'évoquer une frontière antique, une frontière, j'allais dire, mythique, le Limès? En effet, Nicolas, le LIMES est dans les programmes, on l'a vu, d'enseignement de spécialité. Et cette série permet effectivement particulièrement de donner une appréhension et une représentation aux élèves de ce qu'est le LIMES, qui est à la fois une zone, on va dire, une zone un front pionnier quelque part, pour employer une notion géographique, mais également une zone de contact avec, on le voit avec certains membres des tribus qui parlent latin, puisque la série a une particularité assez intéressante, c'est que les Romains parlent effectivement latin. Voilà, dans la série. Donc, on peut observer tout ça, et sur le site académique de Toulouse, vous pouvez retrouver une proposition pédagogique qui croise un extrait de Barbaren et un extrait du film Gladiator pour proposer aux élèves de réfléchir sur à la fois sur ce limès, à la fois dans ses aspects défensifs avec les pieux de bois, les tours de guet, car le limès sur certaines parties était fortifié, mais également dans sa partie contact, donc dans cette fameuse dialectique ouverture-fermeture qu'on évoquait en début d'émission. L'émission se termine et il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à évoquer avec les auditeurs le fait que le podcast Histoire en série va continuer à produire des émissions spécifiques sur enseigner avec les séries. On continuera tout au long de l'année. Alors pour suivre l'actualité, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur Twitter et puis à aller de temps en temps consulter le site histoireensérie.com, site sur lequel vous retrouverez un résumé de l'émission, les liens vers le site accestoulouse.fr, rubrique Histoire géographie, pour aller avoir les propositions pédagogiques évoquées pendant l'émission. Et puis, vous aurez aussi une bibliographie, cytographie indicative qui vous permettra d'approfondir tout ce qu'on a pu évoquer dans le cadre de cette émission spécifique sur les frontières. Alors, peut-être en conclusion, Fabien Vergès, évoquez avec nous le site AC Toulouse, on l'a déjà dit, et aussi une lettre d'information que vous faites régulièrement sur l'utilisation des séries en classe. En effet, Nicolas, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des productions sur le site AC Toulouse, donc Histoire Géographie, avec de nombreuses propositions. Et également, nous avons une petite lettre d'information qui s'appelle Zoom, quand les séries font école, où nous mettons en avant quelques séries sur une thématique. Et donc, je peux annoncer effectivement en avant-première à nos auditeurs que la prochaine sera consacrée aux séries et à la question de l'environnement. Voilà.
Mais voilà peut-être une thématique, Fabien, pour une prochaine émission autour de enseigner avec les séries. Merci à tous les cas, à tous les quatre pour cette excellente émission, encore une fois, qui devrait permettre, j'espère, aux collègues de pouvoir aller piocher des idées sur ce qui se fait ailleurs, sur l'enseignement avec les séries. Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres thématiques. Merci beaucoup, au revoir. Merci Nicolas, au revoir à tous. Merci Nicolas, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, populated by a stranger.